Flair et quoi? Et à Courcelette. Et à Courcelette. Non, le 15 septembre 1907. Mais juste 7. 7. 7. 907. Justement, j'ai revu le lien que vous aviez mis. Ça vous dérange? Non, l'inauguration du musée, puis 95e anniversaire de la bataille de la Seine. T'es gay, Guide aussi. Oui, non, peux mais le faire? non, mais c'est mieux que ce soit toi là, pour montrer. Moi, je le porte. Ok, on a les cartouchiers ici et sur le côté il y a un support pour une baïonnette et le bâton pour la pelle. Ici, il y a un petit housse pour la pelle et un sac à dos pour les affaires personnelles du soldat comme le rasoir, du savon pour sa dent, serviettes, chaussettes, iPhone. Ici, c'est le gourde. Et avec l'addition de notre sac pour les vêtements et la couverture, le poids standard de l'équipement britannique était de 25 kg. Et après, il y a le poids d'un casque et le fusil. Donc, poids total. Peut être jusqu'à 35 kg. Et aussi, pendant les assauts, quelques des soldats étaient obligés de transporter les sacs de munitions, les grenades, les rouleaux de barbelés, les piquets tire-bouchons, les pelles, les masses, la nourriture, les bidons d'eau, beaucoup de choses. Là, vous êtes prête pour aller au front gay? Pour aller au front. Ouais. Dans les tranchées. Il manque personne. Bon, vous avez perdu personne. 10% de perte les jeunes. Il manque pas de camarades, c'est bon. Je pense. On va terminer donc sur une animation. Donc pendant 30 minutes, je vais vous présenter les fusils utilisés pendant la Première Guerre mondiale, d'accord? Vous parler et expliquer toutes les spécificités de chaque fusil et vous montrer lequel était le meilleur. Ensuite, je vous parlerai des obus, d'accord? Ils sont ici, vous inquiétez pas, je bougerai après. Et je vous parlerai également des grenades. Et à la fin, vos professeurs, pas moi, choisiront quelqu'un qui viendra me rejoindre et je l'habillerai en soldat britannique. Donc vous inquiétez pas, je ferai appel à ce moment-là. Hein. Vous inquiétez pas. Alors, donc vous venez de visiter le musée, donc normalement vous devriez être capable de me répondre à mes questions. Alors les fusils que je vous montre, ce sont des fusils de la Première Guerre, d'accord? Ce sont des vrais fusils, mais ils ne tirent plus. Autrement dit, on dit qu'ils sont démilitarisés, d'accord? On ne peut plus tirer avec. Alors ce fusil, quelle est la nationalité de ce fusil d'après vous? Français, très bien. Le nom du fusil français? Lebel. Très bien. Saint-Henri Berthier, alors c'était un fusil aussi utilisé par les Français, mais le plus utilisé, c'était le fusil français. Alors c'est un fusil à culasse. Culasse, c'est la partie qui bouge ici, d'accord? Mais pour démonter cette culasse, imaginez le poilu en plein milieu du champ de bataille. Il se jette au sol pour se protéger, hein, des tirs d'obus, des fusils, etc., des tirs ennemis. Son fusil plein de boue ne tire plus, il est obligé de le nettoyer. Pour le nettoyer, le soldat français doit prendre un tournevis, parce qu'ici, il y a une petite vis. Vous imaginez un peu en plein milieu du champ de bataille, hein, en train de prendre son tournevis, de démonter sa culasse. Hein, c'est pas très pratique, on est d'accord. En plus, si la vis tombe dans la boue, le fusil est totalement inutilisable.
Donc c'est un inconvénient par rapport à ce fusil, hein, la culasse qui se démonte avec un tournevis. D'après vous, combien de cartouches dans ce fusil? Plus d'une. Non, entre 5 et 10. 10. D'accord. 8 balles. Alors, ça paraît pas, mais on charge les balles ici, d'accord. Sous le canon, il y a un tube, et les balles viennent se loger les unes derrière les autres. Par contre, les balles se chargent une par une. 8 balles une par une. Imaginez encore une fois, en plein milieu du champ de bataille, en train de recharger son fusil. Hein. On est d'accord, c'est pas très pratique. On verra, le fusil allemand et le fusil britannique sont beaucoup plus pratiques à ce niveau-là. Par contre, regardez la taille du fusil. On arrive à l'épaule, sans la baïonnette. Avec la baïonnette, regardez la baïonnette française, elle a une forme particulière. Alors si vous pouvez retenir le nom de la baïonnette, c'est la Rosalie, d'accord, hein, c'est un joli prénom. Alors la Rosalie, regardez, elle a une forme bien particulière, comparée par exemple à la baïonnette allemande. Vous avez vu, c'est pas du tout la même chose. Et d'après vous, laquelle des deux baïonnettes est la plus meurtrière? La française. L'allemande ou la française? La française, elle est plus longue. Alors la française, alors c'est pas parce qu'elle est plus longue, c'est sa forme. Tout simplement sa forme, elle est en forme d'étoile, elle a 4 petits angles droits, d'accord, ça fait une croix. Et lorsque le soldat français touchait un ennemi, touchait un Allemand, il faisait une hémorragie interne. D'accord? Donc pour ça, c'était la baïonnette la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, cette baïonnette sera interdite à la fin de la guerre car jugée trop barbare. Il y a des choses bien plus barbares qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, mais malheureusement, cette baïonnette n'aura plus le droit d'être utilisée après. Alors regardez le fusil plus la baïonnette, la taille. 1,80 m, presque 2 mètres. Vous vous souvenez des tranchées de ce matin? La hauteur, bon, même si c'était un peu faussé puisque ça s'est rebouché, mais essayez d'imaginer un petit peu, les soldats ne pouvaient pas se balader dans la tranchée avec leur baïonnette au canon. Sinon, les baïonnettes dépassaient des tranchées et les Allemands tiraient à vue. On appelle ça la guerre de position, mais aussi la guerre d'usure. Les soldats passaient leur temps à se tirer dessus lorsqu'ils voyaient quelque chose dépasser ou bouger chez les ennemis. D'accord ? Donc le fusil 1,80 m, c'est un peu gênant dans la tranchée, mais par contre c'est un avantage, notamment pour le combat corps à corps. Regardez la taille du fusil, Eh bien c'est le Français qui avait le plus long fusil, du coup pour le combat corps à corps, c'est lui qui touchait en premier son ennemi. D'accord? C'est ok pour tout le monde? Pas de questions sur le fusil français? Non? Alors, deuxième fusil que je vous présente. Une chance sur deux, il vous reste 2 possibilités. Britannique. Allemand ou britannique? Eh bien c'est allemand, c'est pas britannique. Le nom du fusil allemand? Non, pas du tout. Il y en avait 2 en fait. Alors il y en avait plusieurs effectivement. Alors le nom du fusil allemand c'est le Mauser. Après, il y a différents modèles du Mauser, d'accord? Alors, le Mauser, oui, c'est bien, jeune homme, j'ai entendu, ça a dit Mauser, mais là-bas, le jeune homme, il m'a dit, j'ai même pas tout compris. Mais voilà, c'est le Mauser. Alors, le Mauser, c'est un fusil à culasse, d'accord? Ici, c'est la culasse. Par contre, la culasse, pour le fusil allemand, pas besoin de tournevis pour le démonter. Ici, vous voyez, je tire sur un petit bouton. Et lorsque l'on tire sur ce bouton, eh bien, ça libère la culasse. Oh, trop la classe, on est d'accord. Les Allemands, ils avaient quand même un fusil bien conçu. La culasse se démonte très facilement. On nettoie ici à l'intérieur. Et pour remettre la culasse, il suffit juste de pousser. Et voilà. Démonter, remonter en quelques secondes. Très rapide. D'après vous, combien de balles dans ce fusil? 12. 5. Qui a dit 5? Bravo. C'est 5 balles. Mais on les met pas une par une. On les met 5 par 5. Comme ça. D'accord? Donc on est loin des 8 balles une par une du fusil français, on est d'accord. Là, le fusil allemand, c'est 5 par 5. Donc c'est quand même plus rapide pour le charger, on est d'accord. On ouvre la culasse, on pose les 5 balles ici, on appuie et le fusil se charge. D'accord? Donc le fusil allemand est quand même plus pratique, il est mieux conçu que le fusil français. Au niveau de la taille, regardez, il est quasiment aussi grand que le fusil français, que le Lebel. Et regardez sa baïonnette, par contre, elle est quand même beaucoup plus petite. Du coup, le fusil est plus petit que moi, 1,60 m, 1,65 m, d'accord? Alors, la baïonnette allemande, vous voyez, ça ressemble à quoi? Une machette. Une machette, peut-être pas quand même. Un couteau, tout simplement, d'accord? C'est un gros couteau. Sachez que les Allemands pouvaient utiliser leur baïonnette dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, si je puis dire. Ils pouvaient manger avec cette baïonnette, couper du pain, couper de la viande. Bien entendu, c'était pas steak frites tous les jours sur le front. Les soldats mangeaient très peu, on est d'accord. Mais ils pouvaient l'utiliser également dans la confection de la tranchée pour couper du bois. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une baïonnette allemande avec des petites dents sur le dessus. Tout simplement, c'est une baïonnette scie. D'accord? Donc c'est quand même plus pratique que la baïonnette française. La baïonnette française, je vous la remontre. Mis à part peut-être un pic à brochette ou un pic à ras,
je ne sais pas à quoi pouvait être utilisée d'autre cette baïonnette. D'après vous, combien pèse un fusil? 4 kilos. J'ai entendu 20 kilos. Non, un peu moins. 5 kilos, à peu près. Hein. À peu près 5 kilos. Dernier fusil, là, on se trompe pas, c'est le meilleur. Britannique. Et effectivement, jeune homme, c'est le meilleur. Vous allez voir pourquoi. La culasse, regardez, déjà, on va parler de la culasse. La culasse, vous voyez, se démonte très facilement. En dessous, effectivement, jeune homme, il y a un chargeur que les autres fusils n'ont pas. Et dans ce chargeur, on met 2 fois 5 balles. Ça fait 10 balles. Donc déjà, c'est le fusil qui a le plus de cartouches par rapport aux deux autres. Ensuite, la culasse se démonte très facilement. Vous voyez, quand j'enlève le chargeur et la culasse, pour nettoyer le fusil, c'est quand même très pratique. On est d'accord, il suffit de passer un petit coup de chiffon à l'intérieur. Et voilà, le fusil nettoyé. Pour le remonter, c'est aussi pratique. Regardez, on remet le chargeur. On replace la culasse, comme ceci. Et voilà. Fusil est monté, démonté très rapidement. Donc c'est vraiment le meilleur fusil utilisé pendant la Première Guerre mondiale. C'est le plus pratique, c'est celui qui contient le plus de cartouches. Mais regardez sa taille. C'est le plus petit. Tout à l'heure, il m'arrivait là, hein, les deux fusils allemands et français. Hein. Là, le britannique, c'est le plus petit. Par contre, regardez sa baïonnette. Elle est très longue et très fine. Du coup, ça doit être le fusil le plus petit, hein, mais la baïonnette, on va dire, allonge la taille du fusil. Hein. Il est aussi grand que le fusil allemand, du coup. Sachez que c'est le meilleur fusil, tout simplement, donc au-delà de tout ce que je vous ai montré. Il y a aussi une chose importante à prendre en compte, je vais vous parler de la culasse. La forme de la culasse, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous parle de ça? Tout simplement, la forme de la culasse, si vous regardez bien, elle épouse la forme du fusil. Le fusil français, ici, le fusil allemand, la culasse, elle est perpendiculaire au fusil. Tout simplement, le fusil britannique, le Lee Enfield, eh bien, les soldats britanniques pouvaient ouvrir la culasse avec un doigt. Ce qui fait que les meilleurs tireurs pouvaient tirer jusqu'à 30 balles minute. D'accord? Et lorsque les Britanniques sont passés à l'assaut des Allemands le 1er juillet 1916, eh bien, les Allemands ont cru que les Britanniques avaient des mitrailleuses dans leurs mains, tellement la cadence de tir était élevée avec ce fusil. D'accord? Donc vous voyez, hein, vraiment, il a été très bien conçu, très bien pensé. Sachez qu'il sera utilisé encore très longtemps, hein, après la Première Guerre mondiale, dans l'armée britannique. Oui? C'est quel le tir le plus long? C'est pareil. Sachez qu'un fusil, alors plus le fusil est long, plus le tir est précis. D'accord? Là, comme c'est le plus petit, son tir est peut-être un petit peu moins précis que le Lebel ou que le Mauser allemand. D'accord? Mais après, au niveau de la portée, une balle, ça part très loin. Hein. Après, je sais pas, j'ai jamais tiré qu'un fusil. Hein. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est bon, les armes, c'est ok? Alors imaginez le soldat, il n'a plus d'armes, il n'a plus de balles, plus de baïonnettes, il n'a plus rien pour se défendre. Il va utiliser quoi? Des grenades, on est bien d'accord. Voici une grenade, c'est une grenade britannique, la grenade Mills, d'accord? Et donc cette grenade, vous voyez sur le corps, il y a plein de petits carrés prédessinés sur le corps de la grenade. Alors tout simplement, c'est une grenade à fragmentation. Et tous ces petits carrés, c'est autant de petits morceaux qui, au moment de l'explosion, vont venir blesser, voire tuer un soldat. Alors les grenades, je pense que vous avez bien compris, les grenades on les utilise quand les ennemis sont proches. Hein. On ne va pas envoyer une grenade dans la tranchée à 300 mètres, à moins qu'on soit champion du monde du lancer de grenade. D'accord? Donc c'est utilisé vraiment quand les ennemis sont proches. D'accord? Le temps avant l'explosion, au moment où on dégoupille la grenade, et donc entre le moment où on dégoupille et le moment où elle explose, c'est 4 secondes. C'est court, 4 secondes. Pourquoi c'est court? Parce que sinon les autres vont pas renvoyer. Exactement. C'est pour éviter que les ennemis nous renvoient la grenade, mais aussi pour éviter qu'ils se sauvent. Exactement. Vous imaginez 1 minute 30, je te l'envoie, tu me la renvoies, je te l'envoie. On a inventé le ping-pong à la grenade pendant la Première Guerre mondiale. D'accord? Donc voilà, c'était dans ce but-là pour pas que les ennemis se sauvent et surtout pour pas qu'ils nous renvoient la grenade. Sachez que malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents dans les tranchées avec les grenades, notamment, souvenez-vous la largeur d'une tranchée. 1 mètre, c'est pas très large. Le réflexe d'un soldat, il dégoupille sa grenade et il prend de l'élan. Sauf que derrière, il y a le mur de la tranchée. Ah mince, comme tu dis. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, ça explose. Donc beaucoup de soldats, malheureusement, sont morts pour des mauvaises manipulations avec les grenades. Alors, pour toucher un ennemi qui se trouve à 300 mètres plus loin dans les tranchées, on n'envoie pas une grenade, on envoie des obus, on est bien d'accord. Alors, voici un obus. C'est un obus britannique. N'ayez pas peur, il est vide. Je n'ai pas le droit de jouer avec des obus. Alors, c'est un obus britannique. Tout simplement, alors ce matin on a vu
un type d'obus. Est-ce que vous vous souvenez du nom? Avec un nom bizarre, Shrapnel, exactement, shrapnel. Alors l'obus à shrapnel, regardez à l'intérieur, hein. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a aussi d'autres types d'obus, notamment l'obus explosif. Au lieu d'avoir des billes, c'est de la poudre, d'accord, hein. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc l'obus se compose en deux parties. Vous avez la partie basse. Comment est-ce qu'on appelle ça? La douille. La douille, c'est rempli de poudre. Ça, c'est la bombe, l'obus. Donc ça se met comme ça, d'accord, ça se présente comme ça. On charge le canon. On va tirer l'obus. Ça reste sur place. Que font les soldats avec ça? Vous avez vu une vitrine en bas? Oui. Exactement. Ils font de l'artisanat de tranchée. Ils récupèrent des douilles. Sachez qu'une douille, une fois tirée, on ne peut pas la réutiliser. Ce qui veut dire un obus égale une douille, des millions d'obus égale des millions de douilles qui se baladaient dans les tranchées un peu partout. Donc les soldats, pour occuper leur temps, je pense que vous l'avez bien tous compris, récupérer ces douilles et plein d'autres matériaux pour créer des objets. Alors, je reviens à mon obus. Hein. Donc il s'en va vers les Allemands, je vous le rappelle, c'est un obus britannique. Hein. Il va tomber au sol. Qu'est-ce qui se passe? Il explose. Alors il explose en 1000 morceaux et ces morceaux, on appelle ça des éclats d'obus. Alors je vais vous en montrer. Hop, je vous en montre deux très différents. Vous voyez un petit, très épais, très lourd, et un grand, très fin. Ça, c'est un éclat d'obus. Ça aussi. Imaginez, quand l'obus explose, eh bien, vous voyez, c'est tous des morceaux qui partent très rapidement, hein, dans tous les sens, et qui viennent blesser les soldats. Alors, les éclats d'obus, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait un éclat d'obus sur une jambe humaine. Regardez ce schéma. Ah, c'est pas très beau, hein. Vous avez deux jambes. La première jambe ici, vous voyez, elle est transpercée par une balle. Donc la balle traverse, d'accord. Il suffit de soigner la plaie, de désinfecter, ça va se refermer, ça va cicatriser. Mais regardez un éclat d'obus. Qu'est-ce que ça fait un éclat d'obus? Exactement, c'est ça qu'il faut retenir. Un obus, ça arrache, ça déchiquette en morceaux. Vous voyez l'os? Là, on ne peut plus rien faire, hein, pour l'os, on ne peut pas le reconstruire. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a eu autant de mutilés pendant la Première Guerre mondiale à cause des obus? Parce qu'on ne pouvait pas reconstruire l'os arraché. Du coup, les infirmiers, coupés. D'accord? Donc je vais vous faire passer, hein, le petit éclat d'obus pour que vous puissiez voir un petit peu. Hein. Imaginez ça qui arrive à toute vitesse. C'est quand même assez lourd. Eh bien, ça fait très très mal. Tout à l'heure, dans le musée, j'ai montré à certains d'entre vous deux photos de soldats touchés au visage. Comment on les appelle? Les gueules cassées. Hein, pour ceux qui ont vu les photos, vous avez vu, c'est pas très beau, hein, c'est pas très brillant malheureusement. Et beaucoup de soldats ont été défigurés au visage. Sachez que les éclats d'obus ont touché, au niveau du visage, c'est 80% des blessures des soldats. Et sur le reste du corps, c'est 70%. Ce qui est quand même énorme. D'accord? Je reviens à mes obus. Hop. Genre montin. Là, je vais vous parler de l'obus à billes. Alors, l'obus à billes est différent. Je vous l'ai dit ce matin. Lui, il n'explose pas en 1000 morceaux. Hein, d'accord, hein. Lui, il est conçu. Hop, il part dans les airs. Il est conçu pour se vider de ses billes au-dessus de la tête des soldats. À l'intérieur, il y a une mèche, ici, à l'intérieur de la tête. Ça descend ici, au centre. Et là, tout en bas, vous avez une réserve de poudre. Qu'est-ce qui se passe? La mèche va brûler lentement, va descendre ici et va venir faire exploser la petite réserve de poudre, de façon à ce que cette grosse bague d'acier remonte, hein, sous l'effet de l'explosion, et du coup ça va faire quoi? Ça va pousser toutes les petites billes qu'il y a à l'intérieur. Un obus comme ça, c'est entre 300 et 360 billes de plomb. D'accord? C'est pas une dizaine, c'est 300 billes de plomb, vous imaginez un peu. Donc au moment où la poudre va exploser, la bague remonte, et les billes remontent en même temps. La tête va être arrachée, hein, sous la pression, et du coup les billes vont tomber sur la tête des soldats. Alors imaginez, hein, c'est des milliers, des millions d'obus qui ont été tirés, hein, c'est des millions de petites billes de plomb qui vont tomber sur la tête des soldats. Comme je vous l'ai dit, une petite bille de plomb, ça paraît inoffensif, mais une bille de 10 grammes à 20 mètres de haut, lorsqu'elle tombe, eh bien ça peut faire très très mal. D'où l'invention des casques métalliques. D'accord, vous avez tous compris, les soldats au début de la guerre avaient des képis en tissu. Après, on va revoir l'uniforme, on va changer. Hein, et donc, le képi sera changé pour un casque métallique. Et c'est notamment à cause de ces petites billes qui paraissent totalement inoffensives. Petite minute prévention. J'y tiens. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé, dans les champs, on retrouve beaucoup d'obus, de grenades, etc. Quel comportement à adopter si vous trouvez demain un obus ou une grenade? Comment? Le déclarer. Alors le déclarer, c'est-à-dire, tu vas appeler qui, tu vas faire quoi?
Alors effectivement, il faut prévenir le maire, hein, parce que normalement c'est le maire qui prévient les démineurs. Mais vous, avant cela, quel comportement vous devez adopter face à cet objet? Ne pas toucher. Ne pas toucher. Exactement, c'est le mot d'ordre, ne pas y toucher. Sachez que malheureusement, par chez nous, on en retrouve encore énormément. En 2010, c'est 104 tonnes, je crois, d'explosifs qui ont été retrouvés en Picardie. D'accord, hein, d'explosifs Première Guerre. Donc imaginez, hein, tout ce qu'il y a encore dans le sol. Ce matin, je vous ai donné les chiffres. Hein, des millions d'obus ont été tirés, 30% n'ont pas explosé. Et donc vous faites le calcul, hein, c'est assez rapide. Et bien voilà, il y a encore des millions d'obus sous terre. Sachez qu'ils sont plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Tout simplement, là, regardez par exemple la grenade, elle est belle. Enfin, on reconnaît que c'est une grenade. Mais demain, dans un champ, vous allez vous promener. Et bien, ça va faire une grosse boule de terre. Ça va ressembler à une grosse pomme de terre. D'accord? Et vous verrez si je vous mens, si vous voulez regarder sur internet. L'année dernière, dans le Courrier Picard, il y a un article qui est paru. Une dame a acheté un sac de pommes de terre. Et ce sac de pommes de terre venait de la Somme. Elle habitait en Bretagne. Et bien, elle a retrouvé quoi dans son sac de pommes de terre? Une grenade. Pourtant, c'est passé dans des usines, c'est passé dans des machines. Hein. Vous voyez, hein, comme quoi. Hein, et c'est passé totalement inaperçu. Donc vous voyez, pour faire de la purée, c'est pratique une grenade dans le sac de pommes de terre. Mais bon, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, on en retrouve partout. Et il ne faut pas rester indifférent. On ne peut pas dire « Oh, je ne l'ai pas vu ». Pensez à vos petits frères, à vos petites sœurs qui viennent derrière, qui sont plus petits, qui sont innocents, qui ne savent pas. Hein, eux, ils pourraient jouer avec ça. Ils pourraient prendre ça pour un ballon. Hein. Les gosses, ça joue avec des cailloux. Hein, ça peut jouer avec ça. D'accord? Donc on prévient ses parents, on prévient le maire. Et le maire fait intervenir les démineurs. D'accord? On appelle ça de la prévention. Hein, il faut se comporter en adulte. Il ne faut pas rester indifférent, il ne faut pas jouer avec, mais il ne faut pas rester indifférent. D'accord? Alors, à présent, dernière partie d'animation. On va remonter le temps ensemble, on va revenir au 1er juillet 1916. Et pour ça, il me faut un volontaire. Pour que je l'habille en soldat britannique. Alors, je vais l'habiller en soldat britannique. Le soldat britannique, son surnom, c'est le Tommy. D'accord? Le soldat français, son surnom, c'est comment? Le poilu. Le britannique, c'est le Tommy. Allez, je lui mets son manteau d'hiver. Je vous rappelle la date de la bataille de la Somme, 1er juillet 1916. C'est trop loin, ouais, c'est tout juste. Ah, on dirait un clochard. Alors, je lui mets son manteau d'hiver. Déjà, est-ce que ça vous fait pas... Je sais pas, ça vous fait pas tilt? Il a un petit peu froid. Il a un peu 1er juillet 1916. Il va avoir chaud. Exactement. Déjà, le blouson, déjà, ça va pas. D'accord? C'est pas adapté. Ils sont vraiment partis avec ça, les premiers jours de la bataille de la Somme. D'accord? Donc déjà, le blouson, ça va pas. Sachez que lorsqu'il pleut, ce blouson imbibe 5 litres d'eau. C'est 5 kilos en plus de ce qu'on va voir après, hein, sur le dos du sol. Alors là, il lui manque quoi, votre camarade? Le casque, le fusil et le froid. Un casque. Alors je vais vous montrer 2 casques. Vous allez choisir. Vous ne trompez pas, sinon votre camarade se fait fusiller. Le plat. Allemand, celui-là. Allemand, celui-là. C'est le casque allemand, ça. Effectivement, ça c'est le casque allemand et ça c'est le casque français. Le pantalon et les bottes. Le barda du soldat, c'est quoi? Le barda du soldat, c'est ça. Alors, en anglais, on appelle ça webbing. Webbing, ça vient de web. Web, ça veut dire quoi? Une toile. Regardez, en plus, il s'habille tout seul, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Alors, maintenant, reste à lui donner son fusil. Alors, son fusil, hein, c'est celui-ci. Si, c'est celui-ci. Pourquoi? Grâce au chargeur. Il a un chargeur, exactement. Voilà. Alors, votre camarade vient de recevoir l'ordre d'aller attaquer les Allemands. Du coup, on lui a dit baïonnette au canon. Voilà, en anglais, bien entendu, hein, I speak English very well. Alors, baïonnette au canon. Regardez à quoi ressemblait un Tommy. Fais attention, fais attention. T'es sûr que tu vas aller attaquer les Allemands? Il est chaud patate. Alors, voilà comment est habillé un Tommy le premier jour de la bataille de la Somme. Alors, on va voir ensemble un petit peu son équipement. Vous avez vu, c'est pas très pratique. Hein. On est d'accord, hein, pour enlever le fusil de l'épaule, déjà pour le prendre à main, vous voyez déjà, ça pose problème pour notre jeune camarade qui n'a jamais fait la guerre de sa vie. N'oubliez pas que les Britanniques, c'était des volontaires. Hein, comme lui. D'accord? T'es volontaire? Oui. Allez, tourne-toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce petit sac? Pas de grenades, pas de munitions. Non.
Alors, bandage... Ça s'appelle une grenade à manche. Non, c'est pas une grenade à manche. Couverture. Exactement, j'ai entendu couverture. Dites-vous que dans ce sac, ce sont ses affaires personnelles, les photos de sa famille, les lettres, une couverture, des bandes moltières. Vous savez ce que c'est des bandes moltières? Oui, c'est pour accrocher les chaussettes. Voilà, bandes moltières de rechange, etc., etc. Le minimum d'affaires que pouvait prendre un soldat au front. Hein, c'est pas carnaval, hein, on est d'accord? Il va au front, il va en première ligne, il va attaquer les Allemands. Du coup, il prenait que le minimum. Ici, oh, il a des fesses en acier, votre camarade, dis donc. Il y a quoi là-dedans? La pelle, exactement. Alors la pelle britannique, vous allez voir, elle est particulière. Elle est en 2 morceaux. C'est une pelle pioche. Alors dites-vous que c'est avec ça que les soldats ont creusé les tranchées, avec rien d'autre. D'accord? À la main, jour et nuit, voilà, comme des mineurs, hein, tout simplement, ça ressemble à une pioche, pelle pioche. Donc ils ont creusé les tranchées avec ça. Alors la pelle britannique en 2 morceaux, tout simplement, imaginez votre camarade, si jamais il la met là à la ceinture, qu'est-ce qui se passe? Ça gêne s'il tombe. Ben, il peut s'éventrer. Ce serait dommage de mourir à cause d'une pelle quand même, non? Surtout pendant la guerre, hein, autant mourir sous le feu ennemi qu'à cause d'une pelle. Du coup, les Britanniques l'ont fait en 2 parties. Vous avez la partie métallique qui vient se ranger ici, hein, au niveau des fesses. Pour s'asseoir, ça ne doit pas être très agréable, je pense. Ah, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, comme par hasard. Et le manche vient se ranger ici. Vous voyez, il y a l'emplacement juste ici, hein, pour mettre le manche, d'accord? À côté du manche, là, il y a un emplacement pour la baïonnette, on est d'accord? Vas-y, mets-toi de face. Ici, dans les petites poches, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, pas des chargeurs, hein, mais des munitions pour remplir le chargeur. Alors, on va faire un petit calcul mental, les jeunes, on va voir si vous êtes forts. C'est pas assez de la drogue. Non, je plaisante. Alors, on va faire un petit calcul mental. Un soldat britannique, le premier jour de la bataille, avait 150 cartouches dans ses poches, rangées par paquet de 5. Ça fait combien de paquets? 330. Ça fait 30, exactement. Alors, vous allez dire, 150 cartouches, c'est beaucoup. Déjà, par paquet de 5, ça fait que 30 paquets. Et on en met combien de paquets de 5 dans un chargeur? 2. Et bien comptez, ça fait que 15. Vous pouvez recharger que 15 fois votre fusil. D'accord? Ce qui paraît beaucoup au début, ben en fait n'est pas beaucoup. Et si votre camarade n'a plus de balles, il va en chercher où? Sur les cadavres, sur le champ de bataille. Mais par contre, il peut prendre uniquement des balles britanniques. Hein, les calibres sont différents sur chaque fusil, donc il ne peut pas prendre les balles françaises ou les balles allemandes. Alors d'après vous, combien le Tommy avait-il de poids sur ses épaules quand il est sorti de ses tranchées? 1 kg. 40 encore, 45 à peu près. Le sac plein fait 35 kg. Le fusil, 5, déjà on est à 40. S'il pleut, ça fait 45 avec le manteau mouillé, d'accord? Bon, le casque, il a... Tu trouves lourd le casque ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. En même temps, je pense qu'il est en train de t'étrangler un petit peu. Alors, voilà, tout l'équipement, c'est une bonne quarantaine de kilos sur le dos. Alors, vous imaginez un petit peu, lorsqu'ils sont sortis des tranchées, hein, comme je vous l'ai dit, ils sont partis en marchant, d'accord? Mais même pour courir à 40 kilos sur le dos, je pense que ça devait être extrêmement difficile, d'accord? Manque à cet équipement, le masque à gaz. Alors, le masque à gaz britannique, c'est toute une histoire, parce que tout simplement, au début, ils n'en avaient pas. Les Allemands ont utilisé les gaz en premier à Ypres en Belgique en avril 1915. Du coup, les Allemands utilisaient les gaz contre nous, mais ils savaient aussi s'en protéger. Eux, ils avaient des beaux masques à gaz avec des cartouches filtrantes, d'accord? Les Britanniques, rien du tout. Le premier masque à gaz britannique, c'est un petit mouchoir en tissu sur lequel ils urinaient avant de se le mettre sur le nez. Ah, c'est dégueu. Ouais, c'est très très sale, mais en même temps, c'est pas si sale que ça parce que dans l'urine, il y a de l'ammoniac et l'ammoniac permet d'arrêter les effets des gaz. D'accord? En même temps, demain, c'est la guerre. Je voudrais bien vous voir à la place des soldats dans les tranchées. Hein, mets ça sur ton nez, survie, ou respire ça et tu meurs. Eh ben moi, je préfère vivre et mettre un mouchoir plein d'urine sur mon nez, je vous le dis direct. Hein. Ah bah oui, hein. Système D, système débrouille. Hein. Imaginez un petit peu, hein, vos réactions sont légitimes. Aujourd'hui, on ne vit pas du tout dans la même société, d'accord? Vos réactions sont normales. Mais dites-vous que c'était... voilà, essayez d'imaginer ce qu'ont pu endurer les soldats, ce qu'ils ont dû faire pour survivre dans les tranchées. Hein.
comme se mettre un mouchoir plein d'urine sur le nez. Bon, après, ils vont avoir des masques à gaz comme les Allemands, hein. Mais tant que ça se passe, c'est pas tout de suite. Après, ils auront des masques à gaz avec des cartouches filtrantes. D'accord? Est-ce que vous donnez des chances de survie à votre camarade le premier jour de la bataille de la Somme? Non. Hein? Trop grand. Ah, c'est vrai que du coup, on le voit de loin. Tu cours vite? C'est une machine. Non, il a dit Oui, tu cours vite. Bon, je pense qu'en temps de guerre, tout le monde court vite. Hein. Mais écoutez, on va applaudir votre camarade. Merci. Alors, est-ce que vous connaissez ses parents? Parce que moi, je vais le garder, je vais le mettre dans le musée. Donc, vous expliquerez à ses parents qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres. Hein. Vous débrouillez, je compte sur vous. Hein. Vous racontez une soucoupe volante est venue. Elle a vu un soldat, elle l'a embarqué. Vous débrouillerez avec ses parents, d'accord? Non, je plaisante. Bon, en tout cas, l'animation se termine là-dessus. Je vous dis un grand merci parce que vous avez été vraiment un groupe exemplaire, très sage, très attentif.